Si, si. Ça va? C'est une version de quoi l'ancien? Ah oui. Bon, c'est maintenant, hein? Ça va, il y a du monde, hein? Il y a du monde aujourd'hui. Et on fera bistroter. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Ah, franchement, je peux. Ah, moi, je veux dire. Tu sais que mon mec, c'est beaucoup derrière on était un peu. Avec les idées
Ah non, non, il vaut mieux la conférence. Bonjour. Vous voulez des cafés, monsieur? N'hésitez pas à vous servir. Ah, voilà. Ouais. Le coq, comment? Il manque quel conférencier là quand même. Rémi Boyer, il n'est pas là? Ah. Oui.
la régisseuse qui m'a donné son numéro portable en me disant par contre, il faut qu'on reste en lien parce que machin, c'est dans les 2 heures de Tu vas bien? Bonjour. Voilà, j'ai un gobelet en plastique, hein, c'est pour ça que je l'ai avant, puisqu'après on aura le plaisir et le loisir de pouvoir déguster un petit vin des caves Molières à l'issue de cette rencontre. On va démarrer dans quelques minutes, en train de se demander si Olivier Lapointe va se faire escorter par Rémi Boyer ou pas. Rémi Boyer de l'entreprise Navelec et Olivier Lapointe de Booster, l'entreprise Booster, dont son truc à Olivier depuis quelques décennies, plusieurs dizaines d'années maintenant, donc on va dire quelques décennies, c'est de faire passer les permis bateau, très simplement, et puis évidemment, au fil des années et des siècles qui s'écoulent, eh bien, passer son permis bateau, ça veut aussi dire avoir quelques notions en informatique. En tous les cas, naviguer impose d'avoir quelques connaissances. Donc on attend encore une poignée de minutes, voir si Rémi Boyer vient à ta rescousse ou pas, bien que tu sois tout à fait et largement capable de parler de ses aides à la navigation et d'équipement du bateau tout seul. Mais c'est vrai c'était un travail d'équipe, hein, le salon nautique du Cap. Et l'équipe, c'était Rémi et Olivier. Mais on va voir comment on peut aussi s'adapter, parce que la capacité d'adaptation, c'est aussi une vertu quand on organise des événements. Et c'est ainsi. Donc je ne sais pas s'il y a moyen de joindre Rémi ou pas, ou si on démarre maintenant pour parler de ces bonnes pratiques. Quand même, il faut mettre dans une confidence organisationnelle aussi, c'est précisément maintenant, là, à 16h, que le salon est inauguré. Alors, peut-être que Rémi Boyer est à l'inauguration, n'a-t-il pas un rôle, je ne sais pas s'il n'est pas élu à l'APN, Association professionnelle du nautisme, organisateur de l'événement. Oui, oui. Il est élu, hein, il est au bureau, donc il y a de fortes chances pour qu'il soit en train de participer à l'inauguration du salon. On essaye de le joindre et puis on démarre dans une poignée de secondes. Le temps pour moi de vous rappeler qu'il y a le festival Son et Images de mer qui va se dérouler samedi et dimanche au Palais des Congrès du Cap. Le côté écolo de la mer va être abordé en détail, pas que survolé. C'est Olivier là. Et là, je sais pas, il y a une nana qui me parle là, je la connais pas. Elle n'a pas dit bon. Ça y est, elle s'est arrêtée. Vous vous rappelez qu'on est ici accueilli par la SODEAL, la société gestionnaire des ports de la ville, et co-organisatrice la SODEAL de ce salon nautique aux côtés de la ville et de l'Office du tourisme, un salon qui est piloté par l'APN, l'association des professionnels du nautisme, et qui est animé par des professionnels d'ailleurs, ou des associations, mais tellement passionnés que ça en devient des pros. Le monde associatif qui dynamise l'utilisation de la mer au sens large, et qui fait d'ailleurs son festival Son Images de mer au Palais des Congrès, en binôme avec l'organisation de ce salon nautique. On va y aller, non, Olivier ? Rémi me demande 5 minutes, il est à l'inauguration. Exactement, voilà, donc c'était comme prévu, donc on va attendre 5 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de gosses à aller chercher à l'école, tout ça, de petits-enfants, hein, ou d'enfants. Vous n'avez pas de bus à prendre, de train, non? C'est bon? Alors on va attendre un petit peu, et on démarrera ça ensemble avec Rémi. Je vais vous donner, tenez, je suis sûr que vous connaissez tout par cœur, hein, moi pas. Alors dimanche, en fin d'après-midi, ça sera Femmes et Voiliers, le mouillage et les techniques de communication lors des manœuvres qui seront mises à l'honneur ici. La réglementation et l'évolution législative des permis bateaux, c'est Yannick Martinez qui nous le fera en début d'après-midi dimanche. Dimanche matin, entre 11h et midi. 11h midi, c'est les heures des conférences de matin. L'après-midi, c'est à 14h30, puis à 16h.
Donc dimanche matin, on retrouvera Philippe Croison, le parrain de cette 15e édition du Salon Nautique. Philippe Croison qui viendra nous parler au-delà des frontières, au-delà du handicap, en quelque sorte, parler de ses exploits à la nage. Et puis samedi, comment réussir une belle croisière, les trucs et les astuces avec Christian Brunner. Il y a Philippe Ridou qui nous parlera de cyclones, comment anticiper les événements climatiques quand vous êtes en mer. On parlera également de sécurité, de nouvelles réglementations, l'utilisation d'une VFI, c'est un gilet automatique. Tout ça nous sera défriché par Charlie Conègre de la Gendarmerie nationale, c'est samedi matin. Et puis vendredi matin, c'est la conduite d'un bateau en solitaire. On retrouvera Xavier Macaire, qui vient de finir 3e là, de je ne sais plus quelle compétition internationale. En tous les cas, qui est un brillant skipper qui représente le département de l'Hérault, partout dans les eaux internationales. On parlera de techniques de pêche au leurre, vendredi après-midi, puis on parlera de plaisance sportive et de régate au Cap avec M. Vessière de la SORAC, Société d'organisation des régates d'Agde du Cap, une des associations hébergées par la SODEAL au centre nautique. La SORAC particulièrement dynamique en matière d'organisation régatière. Et puis demain matin, comment préserver sa vie et son bateau en mer. Évidemment, c'est la SNSM qui viendra nous expliquer tout ça. Et puis on écoutera Sophie et Michel Franck de l'association Terre Marine, qui est à l'origine du festival Son et Images de mer. Vous savez, tout ce qui se passe au Palais des Congrès du Cap samedi et dimanche. Eh bien, demain, en début d'après-midi, on retrouvera Sophie et Michel qui nous parleront des expéditions maritimes participatives, les intérêts, les enjeux et le mieux vivre en mer. Et puis, la conférence de demain après-midi, 16-17h, ça sera sur la gestion du milieu marin avec des experts que sont Renaud Dupuis de la Grand-Rive, Sylvain Blouet et Édouard Chéret. On parlera du patrimoine marin et des zones de mouillage écologique. Rémi n'est toujours pas là, donc je vais continuer à vous parler. Essayez, en tous les cas. Vous dire aussi que la conférence est filmée, donc non pas à votre insu, bien que la caméra soit derrière vous. Donc ceux qui étaient là tout à l'heure vont pas rigoler quand je dirais que vous aurez une vue inédite de l'arrière de votre crâne en regardant sodealactu.fr dès ce soir, puisque les conférences sont mises en ligne, non pas simultanément, mais on va dire 1 heure après la fin, 2 heures après la fin, 3 heures après la fin. Un signe de Marie le lendemain. Oui. Le lendemain. Voilà, donc demain, vous aurez les conférences de la journée. Merci Marie, et son sourire qui n'est pas légendaire, il est bien là. Marie c'est Marie qui vous dirait merci quand vous prendrez votre verre. Non, ils sont déjà dehors, les verres. On remerciera les caves Molière, déjà sur la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter d'autre? Vous avez plus de 500 bateaux à terre et à flot. Est-ce qu'il faut appeler Rémi Boyer ou... Non, Rémi Boyer est censé se rappeler qu'il avait une conférence, mais comme supputé, qui n'est pas un gros mot, comme supputé, donc son engagement au sein de l'APN fait qu'il est à l'inauguration, à la coupure de ruban, et qu'il arrive. Voilà. Il nous a parlé de 5 minutes. Est-ce que ce sont 5 minutes politiques? On va commencer. Ou est-ce que ce sont 5 vraies minutes? Il en reste une à attendre. J'ai en profité pour vous dire, vous pouvez gagner des trucs au Salon Nautique. Vous pouvez gagner des objets bien utiles si vous êtes marin, si vous naviguez et que vous voulez rentrer dans l'esprit de zéro rejet, même si vous avez un bateau à voile. Sachez que sur le stand de la SODEAL, il y a un petit jeu qui est organisé, gratuit, totalement gratuit, à l'issue duquel vous pouvez gagner des objets techniques très intéressants. Je ne vais pas m'aventurer là à vous donner les détails. Vous les aurez en tous les cas sur le stand de la SODEAL. C'est avec BioHut que vous retrouvez ça. Comment faire son plein d'essence pour le bateau, sans faire de rejet, etc., etc. Vous aurez toutes les explications sur le stand de la SODEAL, qui est sous le chapiteau, comme il se doit. On va y aller, Olivier, hein? On va démarrer sur les aides à la navigation. Que choisir comme équipement pour son bateau? Alors ce matin, lorsque nous abordions avec Pascal Martin et Bernard Bartoli, respectivement broker et expert de maritime, il a été stipulé d'ailleurs que c'était pas la peine d'acheter. Fonctionne en ouvrant allume le bouton, hop, voilà, c'est bon. Oui. Il a été stipulé ce matin donc qu'il n'était pas nécessaire d'équiper son bateau avec toute l'électronique embarquée, surtout si on ne savait pas s'en servir. Donc vous voyez, dès que je dis qu'il n'est pas nécessaire Voilà, Rémi Boyer arrive. Voilà. Et en trottinette qui plus est, vous voyez, on parlait
de bio, on parlait d'écolo, Rémi Boyer l'assume et le prouve. Il aurait pu venir en moto, en voiture, en avion, en hélicoptère ou en bateau à moteur, vous imaginez. Voilà, Rémi Boyer qui est commerçant au Cap d'Agde, l'entreprise Navelec, pas très loin d'ici, place du Globe, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, enfin juste derrière la place du Globe, à côté du seul fleuriste du Cap d'Agde. Toujours ouvert ce fleuriste? Oui, toujours ouvert, profitons-en. Voilà. Messieurs, je vais vous laisser le micro, hein. Maintenant vous allez vous partager le moment. Très bien, merci. Tout d'abord, on va peut-être se présenter. Alors Rémi Boyer, vas-y, tu te présentes. Bonjour à tous, excusez-moi pour le retard déjà. Ceux qui ne me connaissent pas, donc l'entreprise Navelec au Cap d'Agde, Centre-Port. On est spécialiste électricité et électronique embarquée. On s'occupe de tout ce qui est appareil pour l'aide à la navigation, l'électricité à bord, l'énergie, la communication. On vend, on répare, on installe et on fait du conseil. Voilà. Pour ma part, Olivier Lapointe, je suis gérant de la société Booster, qui est le bateau-école du Cap d'Agde, en bas de la rue de la Une, quai dit Dominico. On fait des formations pour préparer au permis bateau, côtier, fluvial, hauturier, également permis radio, le CRR. Donc ça fait partie de ces aides à la navigation, qui sont des métiers pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, que ce soit les autres bateaux ou la côte. Avec Philippe Ridou, il y a des formations également sur le quai dit Dominico qui concernent le Capitaine 200 pour être skipper, notamment le module 5 du Capitaine 200 pour être skipper de voile. Ça, c'est Philippe Ridou qui s'en occupe. On reviendra samedi en début d'après-midi ici. Tout à fait. On va retrouver Philippe samedi après-midi pour une conférence sur les cyclones. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis, bien entendu, tout ce qui concerne la réglementation. Quand il y a besoin, on essaie d'intervenir pour sensibiliser les gens, bien sûr, sur la réglementation, mais aussi sur la sécurité, parce que en termes de sécurité, il faut faire attention en mer. On est dans un milieu qui peut être douloureux, qui peut être dangereux. Si on ne prend pas des précautions au départ, on va à la catastrophe. Maintenant, après, ça ne veut pas dire que la mer, il ne faut pas y aller. Il faut y aller, mais avec des moyens pour essayer de limiter la casse, s'il y a de la casse. Voilà, donc on va parler avec Rémi. Voilà, donc on va parler avec Rémi des aides à la navigation. Que choisir comme équipement pour son bateau, électronique et système embarqué, réglementation et aide à la navigation. Alors, évidemment, il y a tout un panel d'outils, on va voir, et ce panel d'outils aujourd'hui, il est réglé, il est régi. Il est organisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces outils n'importe quand, n'importe comment. Il y a des outils qui sont adaptés à certaines navigations, d'autres qui sont adaptés à des navigations un petit peu plus lointaines. Alors on va essayer de faire le tri avec Rémi pour essayer de voir ce qu'il faut en fonction des programmes qu'on a chacun les uns les autres. Alors tout d'abord, je vous propose de vous présenter ce qu'on appelle le SMDSM. Alors justement, c'est une organisation. Ce SMDSM, ça veut dire Système mondial de détresse et de sécurité en mer. Une organisation internationale des secours en mer. Alors cette organisation internationale, elle a essayé de faire en sorte que tous les moyens qui existent pour les secours, pour communiquer, pour les balises, pour se signaler à un endroit bien particulier, tous ces moyens puissent être coordonnés et que tous les pays puissent s'en tenir compte pour essayer de limiter les efforts aussi, parce qu'évidemment, si un bateau coule au large du Pérou, c'est plus dommage d'affréter un bateau ou un avion directement de France. Peut-être que sur place, il y a d'autres moyens qui peuvent également venir sauver la personne qui est en détresse. Voilà. Donc le SMDSM, c'est une organisation internationale, et dans ce cadre du SMDSM, il y a tous ces moyens de communication, de balises qu'on va voir là maintenant. Alors, tous ces moyens de SMDSM, il a fallu que les pays s'engagent à faire en sorte qu'il y ait une coordination. Voilà. Alors, chaque pays a signé une convention qu'on appelle la Convention SOLAS, Safety of Life at Sea. C'est une convention internationale qui concerne la coordination des secours en mer, signée par l'ensemble de tous les pays.
Alors, il y a aussi autre chose qui est important, c'est que tous ces moyens embarqués, ces aides électroniques, ils comportent une signature. C'est-à-dire que quand on va les utiliser, on va laisser derrière nous une trace pour dire qui nous sommes. Alors ça, c'est intéressant. Cette trace, c'est une signature, ça s'appelle le MMSI, c'est un numéro d'identification du bateau. Alors quand on achète du matériel chez Rémi Boyer, on va acheter ce matériel, on va demander une licence à l'Agence nationale des fréquences qui, au niveau national de la France, va régir un petit peu et va donner tout l'ensemble des licences pour tous les bateaux. Licence qui d'ailleurs est gratuite, donc ça ne sert à rien d'essayer de faire des économies là-dessus, c'est gratuit. Hein. Et une fois qu'on a la licence, sur la licence on a un numéro d'identification qui s'appelle le MMSI. Ce MMSI, on va l'intégrer, on va le rentrer dans nos appareils pour qu'à chaque fois qu'on les utilise, eh ben, ils puissent laisser une trace et on sait de qui il s'agit. Bien sûr, dans ce MMSI, c'est un numéro à 9 chiffres, il y a des indicateurs pour la nationalité, par exemple, ça s'appelle le MID, mais enfin peu importe, mais en tout cas ce MMSI, si vous est donné, c'est pas du tout par hasard, et par rapport à ce MMSI, on sait qui a utilisé ces moyens de communication. Bien, alors on va rapidement, j'essaie de faire vite, ça va? C'est bon pour le timing? On va voir rapidement les VHF et signaux d'alerte et on va dire les radiobalises de localisation des sinistres, par exemple dans le SNISM. Bien sûr, ça rentre dans cette organisation internationale. D'abord les VHF. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de VHF. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont une VHF j'allais dire d'une autre époque, mais on va dire d'il y a plus de combien, 5 ans, 8 ans, c'est ça, une petite dizaine d'années. Il y a des gens qui ont des VHF de plus de 10 ans ou 10 ans. Il n'y a qu'une seule VHF depuis 10 ans. Moi j'en ai une depuis 10 ans aussi, hein, mais enfin bon. Alors ces VHF, c'est des VHF classiques, avec lesquels on ne peut que communiquer de façon verbale. On ne peut pas communiquer autrement. Il n'y a pas de SMS, il n'y a pas tout ça, de toute façon même sur les VHF, les nouvelles, il n'y a pas de SMS, mais on va voir qu'il y a une autre possibilité de communiquer. Ça c'est les VHF classiques, des VHF qui d'ailleurs, Rémi tu vas me le confirmer, mais ne sont plus du tout commercialisés. Non, toutes les VHF vendues aujourd'hui, hormis les portatives, qui sont uniquement, enfin, il y en a aussi qui ont la fonction de détresse qu'on va voir plus tard, mais toutes les VHF fixes sont aujourd'hui commercialisées avec la fonction ASN. Donc les repérables avec le petit clapet rouge où il y a le bouton détresse dessous. Voilà. Ça, on le reconnaît comme ça. Voilà, tout à fait. Donc il y a les VHF classiques, ça c'est les anciennes, on va dire. Un seul mode de communication, mode verbal. Ensuite, on a un deuxième type de VHF, c'est la VHF ASN avec deux modes de communication. Donc il y a toujours bien sûr le mode de communication verbal, celui dont on parlait. L'intérêt c'est de pouvoir communiquer de façon verbale avec un autre bateau ou avec des stations situées sur la Terre. Et il y a un autre mode de communication, Rémi a commencé à en parler, c'est une communication qui est cryptée. Alors qu'est-ce que c'est le cryptage? En fait, c'est une possibilité d'envoyer des messages par lecture interposée, on voit un message écrit. Donc un petit peu comme un SMS, à part que les formats ne sont pas, c'est préformaté, on ne peut pas raconter n'importe quoi, on choisit la situation qui correspond la mieux à la nôtre, et puis on passe au format suivant. Bien souvent, il y a 5-6 formats, le dernier étant send to cancel, send on envoie, cancel on annule. Voilà. Donc voilà les deux VHF, ça c'est important de le souligner. Bien sûr, aujourd'hui, il est recommandé, enfin, pas recommandé, bien sûr, on ne peut pas acheter autre chose qu'une VHF qui est ASN, à part si on a une portative, encore que les portatives, tu vas me le confirmer, mais je crois que les portatives, d'ici très peu de temps, elles seront également avec elles seront ASN aussi. Hein. Aujourd'hui, il existe les deux versions, standard uniquement communication, et les versions avec ASN, et du coup, GPS intégré, puisque pour envoyer une détresse, la VHF a besoin de connaître la position du bateau. Donc lorsque c'est une VHF fixe, elle est reliée au GPS du bateau, les deux dialoguent ensemble. Quand c'est une VHF portative, le GPS est intégré dans la VHF. Voilà. Voilà pour les VHF. Bon, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ces VHF? Quelqu'un veut intervenir pour poser une question par rapport à ça? Oui monsieur, j'ai acheté une VHF au troc nautique organisé par la SORAC, est-ce que je peux m'en servir?
Alors ça dépend, je veux dire ça dépend, mais Rémi va mieux répondre que moi. Si c'est une VHF classique, on va dire, sans ASN, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'une VHF ASN, normalement, comme on y a rentré le MMSI, le numéro d'identification, ben après, on peut plus, c'est gravé, on peut plus l'enlever ce numéro d'identification. Hein. Donc là, peut-être qu'il faut le renvoyer chez le constructeur ou simplement chez Rémi. Peut-être que Rémi pourra faire quelque chose. Il va nous le dire. Ouais, c'est exactement ça. Une VHF qui a été programmée avec un MMSI, elle est programmée pour un bateau bien spécial, enfin celui qui a demandé la licence. Elle est attribuée à ce bateau et au nom du propriétaire. Et si on l'achète ou on la vend d'occasion, le nouvel acquéreur doit déprogrammer en renvoyant la VHF chez le constructeur pour certains modèles, ça se passe uniquement comme ça, ou d'autres modèles qui peuvent être déprogrammés par un code, et ça on peut le faire ici à l'atelier. Voilà. Mais si c'est de l'ASN, il faut penser à déprogrammer le MMSI pour pouvoir reprogrammer son propre MMSI qu'on aura reçu de l'Agence nationale des fréquences. Voilà. Si c'est une VHF classique, il n'y a pas de problème, on peut s'en servir. La VHF ASN n'est pas obligatoire, elle est pour l'instant... Enfin, elle est commercialisée que comme ça aujourd'hui, mais toutes les autres VHF standards ne sont pas hors réglementation, hein, elles sont tout à fait réglementaires. Donc si vous vendez la VHF d'occasion, vous devez la faire reprogrammer. Si vous vendez le bateau? Si on vend le bateau, on demande à la NFR de faire une modification de licence. Le MMSI restera le même pour ce bateau. Par contre, eux, dans leur fichier informatique, ils vont simplement changer le nom du propriétaire. Voilà, c'est une modification de licence. Ils changent le nom du propriétaire et les deux contacts qu'on a fournis, on doit fournir deux contacts à prévenir en cas de problème. Donc il faut aussi penser à changer ces deux contacts. La famille, les amis, tout ça. Le MMSI, il est affecté à un bateau, en fait, hein, pas à une personne. Alors évidemment, il y a une personne qui est responsable et propriétaire du bateau, mais le MMSI est affecté à un bateau. C'est-à-dire que quand on envoie un message en ASN, pas en classique évidemment, mais en ASN, il va y avoir cette signature, mais la signature du bateau, hein, plus que du propriétaire évidemment. Alors, il faut quand même, bien sûr, qu'il y ait un responsable derrière, et c'est cette personne qu'il faut nommer. De toute façon, encore une fois, une demande de licence ou un changement de licence à la NFR, c'est gratuit. Alors, il ne faut pas faire cette économie d'essayer de se dire, bah, tiens, je vais essayer de voir si je peux pas économiser 50 €. Avant, il y a une époque, je crois que c'était payant, mais ça n'est plus. Ou du moins, ça a été très court, je crois, il y a une petite période comme ça. Ouais, et ils ne font pas non plus le rapprochement. Il y en a qui ne font pas la demande de peur de... comment dire? Avant, il fallait passer une licence radio, c'était le CRR. C'est ça, qui maintenant est intégré, ça tu diras mieux que moi dans les permis, voilà. Mais certaines ne font pas la démarche auprès de la NFR, de peur de dire qu'ils n'ont pas le CRR et qu'ils veulent quand même demander à un MMSI, ils ont peur qu'ils fassent le rapprochement, ils le font pas. Donc on peut demander à un MMSI, ils vont pas venir après vous chercher pour vous dire mais attention, vous n'avez pas la licence, on va vous envoyer une amende ou venir vous contrôler. Voilà, ça ils ne le regardent pas. Et après sur les réglementations CRR, tout ça, tu diras mieux comment. Rapidement, en fait, c'est pas l'objet de la conférence, mais enfin rapidement, pour le CRR, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de passer le CRR si vous utilisez une VHF, encore qu'il faut que ce soit en une puissance de 1 watt, hein, c'est même pas en puissance de 25 watts plein pot, quoi. Quand on est dans le territoire français, sur le territoire français, à moins de 12 000 de la côte, en effet, on n'a pas l'obligation d'avoir un CRR, encore faut-il avoir le côtier. Hein, il faut avoir le côtier pour avoir l'autorisation d'utiliser une VHF sans CRR en France. À l'étranger, par contre, il faut le CRR, hein, parce que c'est pas reconnu, hein, cette partie du permis côtier qui autorise l'utilisation de VHF n'est pas reconnue au niveau international. Une question. J'achète une VHF moderne avec ASN. Si je ne demande pas les numéros MMSI, ces options automatiques d'ASN, elles ne sont pas utilisables, je pense. Mais il va y avoir un problème, tu vas répondre, mais je crois qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation d'une VHF ASN qu'on ne programme pas avec le MMSI et qu'on n'utilise pas avec couplé à un GPS. Oui, voilà, la VHF ASN, pour qu'elle fonctionne sur la partie détresse ou envoi de message à ASN, il y a deux conditions. Qu'elle soit reliée à un GPS
et que le numéro MMSI soit programmé. Si l'une ou l'autre des deux conditions ne sont pas respectées, la détresse ne marchera pas. D'ailleurs, il le mettra sur l'écran, soit il mettra no GPS avec une alarme, soit no MMSI avec une alarme aussi. Et la fonction ne marchera pas. Elle marchera uniquement en mode verbal. Voilà. Rien ne nous empêche, oui, en effet, de l'utiliser de façon vocale, en parlant comme une VHF classique. Enfin, c'est dommage d'avoir une VHF ASN et de ne pas utiliser toutes ces fonctions. Bien, si vous voulez, on va passer maintenant aux radiobalises de localisation des sinistres, ce qu'on appelle les RLS. Alors voilà, là il y a un schéma un petit peu compliqué, alors je vais essayer de vous le présenter. On voit en haut ici des satellites, alors il y a différents types de satellites, on ne va pas voir le détail des satellites, COSPA, SARSAT, etc. etc. En bas ici, on a un bateau qui est en train de... il a des problèmes, hein, donc il a déclenché une balise, PIRB, c'est une balise qui va émettre des signaux. Cette balise va émettre des signaux et ces signaux ils vont être repérés par des satellites. Ces satellites ils vont recevoir ces signaux mais ils ne vont pas les garder, ils vont de suite les redistribuer sur la côte. Sur la côte à des endroits qu'on appelle des luttes. Alors les luttes, je ne sais pas où il est là, voilà. Là, on a un LUT, Local User Terminal. C'est un endroit où les signaux de détresse du bateau qui vient de couler, par exemple, vont être renvoyés. Et à ce LUT, il va y avoir une analyse, mais rapide, je crois qu'il n'y a même pas d'humain qui intervient là-dessus, c'est quelque chose qui se fait automatiquement, une analyse sur le MMSI du bateau qui est en train de couler. Et ce MMSI, je l'ai dit tout à l'heure, il comporte 3 premiers chiffres qui identifient la nationalité du bateau. Les 3 premiers chiffres, le MID, pour la France c'est 226 ou 227 ou 228, et ce MID, il va permettre de savoir au LUT, même si on est au fin fond là-bas du Pérou, de je ne sais où, qu'il s'agit d'un bateau qui est français, sous pavillon français. Et alors automatiquement, ce signal de détresse va être envoyé à un MCC. Bon, alors sur un schéma un petit peu plus simplifié, on le verra derrière, un MCC qui correspond donc à la nationalité du MMSI. C'est un petit peu compliqué, mais disons que le LUT analyse automatiquement la nationalité et l'envoie au bon MCC. Alors pour la France, le MCC c'est à Toulouse. Pour l'Espagne, ce sera un autre endroit, Madrid peut-être, je ne sais pas. Pour l'Italie, encore un autre endroit. Et arrivé à ce MCC, ça va repartir à un CROSS. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un CROSS. Un CROSS, on va dire un centre de coordination pour les secours. Ça s'occupe pas que de coordonner de la coordination des secours, ça s'occupe aussi de la pollution et de plein d'autres choses. Mais en gros, ce CROSS, une fois qu'il va avoir ce signal, et ça se fait très rapidement, hein, il y a tout un parcours qui est un peu compliqué, mais dès qu'il aura ce signal, il va essayer de coordonner ses efforts avec localement les différents bateaux qui sont sur place, bateaux étrangers, bateaux français également. Alors on va le voir à la suite. Là, en anglais, donc, les CRLS, on appelle ça un PIRB. Si vous voyez écrit quelque part sur un blister ou sur un catalogue PIRB, il s'agit bien sûr de ces radiobalises de localisation des sinistres avec ces satellites principalement COSPA, SARSAT qui permettent à renvoyer les informations de la balise qui vient d'être déclenchée au LUT qui est sur Terre. La balise est réglée, je le disais, sur le MMSI du navire, après demande d'autorisation à l'ANFR, bien entendu. Alors là, c'est tout l'intérêt d'avoir ce MMSI, parce que ce MMSI, ce sera le même aussi bien pour votre VHF que pour la radiobalise, que pour les autres instruments que vous avez à bord. On sait qu'il s'agit d'un instrument qui est affecté à un bateau en particulier. Alors ça fonctionne sur une fréquence, si on revient un petit peu en arrière, ici on a vu que sur le schéma il y avait, ici c'est écrit en petit mais on voit 406, c'est la fréquence sur laquelle ces RLS vont fonctionner. Ici donc c'est marqué qu'en UHF, Ultra High Frequency, on est sur du 406 MHz, c'est la fréquence sur laquelle les signaux de RLS vont partir. Alors les batteries de ces RLS ont une durée de vie qui est limitée.
Alors soit c'est des batteries qu'on peut recharger, mais ça c'est Rémi qui va se charger de nous en parler, soit c'est des batteries qui sont jetables. Aujourd'hui on a différents types de RLS, il y a ces RLS donc, qui sont sur un bateau, donc avec des sortes de blocs, de flotteurs. Quand ils sont déclenchés, ça va signaler une détresse, mais on a aussi des RLS personnels qu'on porte sur soi, qui peuvent être déclenchés. Alors, là c'est très intéressant. Hein, de façon générale, donc je disais, les RLS, les radiobalises qui sont déclenchées à partir d'un bateau et sont étanches à 10 mètres, autonomes pendant 48 heures, balises de survie toutes jeunes, portables et manuelles, ou les balises de pont, c'est d'autres types de radiobalises, hein, mais qui sont affectées au bateau. Ça transmet une alerte via un satellite, on l'a vu tout à l'heure, à une station au sol LUT, qui relie au centre de contrôle MCC concerné, reconnu par le MIT du MMSI, vous savez de quoi il s'agit là maintenant, hein. En France, ce MCC, il est à Toulouse, et qui aurait transmis à son tour les données d'alerte à un CROSS en France, qui est de Griné. Le CROSS de Griné, alors il est en haut là-haut, très haut. Hein. Voilà, alors là on a un schéma qui reprend un petit peu tout ça, hein, pour que vous compreniez bien, et après comme ça on pourra mieux passer à la suite et vous aurez mieux les informations. Déclenchement de la radiobalise, les différents systèmes satellitaires qui renvoient au LUT sur Terre, et le LUT en fonction du MID, il va reconnaître la nationalité, il va l'envoyer soit en Italie, soit en Espagne, soit en France, au MCC de Toulouse, qui lui va envoyer l'information au CROSS de Griné, et là il y a l'intervention humaine, hein, et il y a quelqu'un qui va prendre en charge ce signal, hein, il va essayer de se mettre en contact avec l'équivalent des CROSS, on appelle ça des MRCC au niveau international, des CROSS à l'étranger, pour essayer de coordonner les efforts. Voilà. Alors ça, c'est de façon générale ce qui se passe avec des balises qui sont sur le bateau. Mais on a maintenant, je le disais tout à l'heure, des balises qui sont personnelles, hein, personnel locator beacon. Cette balise présente les mêmes caractéristiques que les RLS, mais elle est portée sur soi. Ces différentes balises sont intéressantes aussi. Alors là, il y en a des jetables et il n'y en a pas des jetables. Tu veux peut-être les présenter là maintenant ? Oui, rapidement, les deux familles de balises. Les jetables, comme Olivier nous le dit, ce sont des balises où des consommables, on va dire, où la batterie est scellée à l'intérieur. Elle a une durée de vie de 7 ans, la balise, donc il y a une date de péremption. Elle est utilisable pendant 7 ans. Logiquement, on ne l'utilise pas quand tout va bien. Au bout de 7 ans, si on ne l'a pas utilisée, on la jette, on la ramène à son distributeur et il faut en racheter une autre. Et si jamais on doit l'utiliser, elle va émettre pendant 48 heures ou 36 heures selon les modèles. Et à la fin de ces 36 heures, la batterie est vide, on jette aussi la balise. Et normalement, on est toujours là, on a été secouru. Et une fourchette de prix pour une petite balise comme ça, qui intègre donc une batterie avec une autonomie de 48 heures et un GPS intégré aussi pour donner sa position, ça vaut entre 280 € et 350 €, voilà, selon les modèles. Pour une durée de vie de 7 ans. Pour une durée de vie de 7 ans. Alors c'est vrai que quand on l'utilise pas et qu'au bout de 7 ans on la jette, j'allais dire il y a 300 € qui dormaient dans le tiroir du bateau et qu'on va remplacer, mais voilà, c'est comme ça, il y a une date de péremption. Sur les balises de pont, on en parle après ? Non, mais vas-y. Quoique sur certaines balises personnelles aussi, il y en a qui existent avec des balises remplaçables, qui ont aussi une durée de vie de 5 ou 7 ans. Et donc tous les 5 ou 7 ans, on les renvoie pour les faire rééprouver, remplacer la batterie, rééprouver au niveau de l'étanchéité, et elles repartent donc pour 5 ans de validité. Et le prix là, c'est combien ? Et le prix, celles-ci, elles sont plutôt de l'ordre de 500-600 €, avec un remplacement et un contrôle plus étanchéité lorsqu'on le renvoie. Donc le forfait, c'est à peu près 250 €. C'est pour ça que de plus en plus de personnes partent sur les petites balises à 300 €, voilà, qui remplacent tous les 7 ans. J'ai une question. Les personnels sont aussi attachés au bateau, comme celui de pont, ou il peut être attaché
suis à ma personne comme skipper, par exemple, que je change de bateau en bateau, par exemple. Oui, et alors c'est une très bonne question. Il y a 2 modèles de batteries personnelles. Enfin, 2 modèles. Il y a 2 modèles déjà sur les batteries. Il y a encore 2 versions sur le MMSI ou sans le MMSI. Il y a des balises personnelles uniquement destinées marine, bateau, avec un MMSI attribué au bateau. Celles-ci, elles ne sont pas faites pour les skippers puisqu'eux ils naviguent sur différents bateaux, donc c'est pas ça qu'il faut qu'ils choisissent comme balise. Après, il y a des balises personnelles non codées MMSI, uniquement codées avec le nom de la personne et qui sont destinées pas uniquement qu'à la navigation, elles sont destinées à tout ce qui est détresse. Montagne, randonnée, ski, 4x4, safari, etc. Et comme ça passe par les mêmes satellites de détresse, sur les mêmes fréquences, c'est la localisation de la batterie, de la balise, qui dira donc après au dernier cross si le déclenchement de cette alerte elle est au milieu de l'océan, ou si elle est au milieu du Sahara, ou si elle est en haut du Mont Blanc, voilà. Et en fonction de ça, les secours les plus proches seront prévenus. Voilà. Le prix, c'est à peu près ce que tu as dit. Le prix, c'est 300 € à peu près, sur ça. Est-ce qu'il y a un abonnement annuel? Non, c'est gratuit. Non. Ouais. Simplement demander une licence, et sur la licence, c'est inscrit. Et cette Pardon, je te coupe. La licence pour celles qui sont destinées, qui sont destinées bateau avec MMSI, et sans licence pour les universels, on va dire montagne, mer, ski, désert, 4x4, etc. Là, il y a juste une inscription qu'on fait sur le site du fabricant de la balise, où on renseigne ses coordonnées, son nom, et c'est eux qui s'occupent en gros d'enregistrer tous les coordonnées auprès de... Donc c'est une licence aussi quelque part, mais c'est eux qui s'occupent de le faire. Voilà. Aujourd'hui, la tendance, je crois que c'est plutôt de partir sur des personnels, parce que ça a la même fonction en fait que les RLS de pont, mais en plus on peut la porter sur soi. Il y a aussi des systèmes alors un petit peu plus sophistiqués avec des relais sur les bateaux quand la personnel s'éloigne un petit peu trop. Je pense à un homme à la mer par exemple, elle s'éloigne un petit peu trop du bateau, elle va déclencher également. Tu peux nous en parler un petit peu, Rémi, là-dessus? Oui, alors donc là c'est un autre type d'alerte, c'est pas de l'alerte avec une localisation satellite, ce sont des balises personnelles qui sont raccordées à une base réceptrice dans le bateau. Tant que la base réceptrice dans le bateau capte le bracelet de la personne, tout va bien. Si à un moment la personne tombe à l'eau et que le signal se coupe, parce que la personne est sous l'eau ou hors de portée de la base dans le bateau, une alerte et un homme à la mer se déclenche sur le bateau. Donc si c'est raccordé au traceur GPS, c'est identifié sur le traceur. Si c'est raccordé à une sirène ou un flash ou un gyrophare, ça prévient le personnel ou l'équipage de bord pour dire que quelqu'un est tombé à l'eau. Voilà. Par contre, ça ne déclenche pas directement sur le satellite. Donc c'est pas une RLS en fait, c'est juste... Ça c'est de la balise de... c'est des bracelets hommes à la mer, des balises d'éloignement qui déclenchent dès que le signal se perd. Alors là, il faut penser qu'un homme à la mer, quand on est un petit peu au large de Brescou, ça va, surtout un beau temps comme aujourd'hui, ça pose pas de problème. Par contre, quand on est un petit peu plus loin au milieu de l'Atlantique et qu'un homme tombe à l'eau avec des vagues, de la houle, rapidement on le voit plus. Et si on le voit plus, on risque de ne pas pouvoir le repêcher. Donc un homme à la mer, il faut bien comprendre que c'est un niveau de détresse le plus élevé. C'est très élevé, c'est du même ordre qu'un bateau qui prend feu ou un bateau qui est en train de couler. C'est le niveau de détresse. Il y a 3 niveaux: détresse, urgence et sécurité. L'homme à la mer, qu'on n'arrive pas à retrouver, c'est d'un niveau très important, c'est le niveau de détresse. Oui. Est-ce que c'est lié avec les systèmes où on voit la détection sur les écrans radars aussi de l'homme à la mer? Est-ce qu'il y a un rapport? Il m'a semblé avoir pas sur les écrans radars, mais sur des pour être capté par les radars. Alors, si la balise de déclenchement, donc lorsque la personne tombe à l'eau, enclenche un homme à la mer sur le bateau, que cette base est reliée à un appareil, un combiné multifonction qui fait traceur radar, on va avoir l'homme à la mer qui va s'afficher sur la carte traceur et sur le radar aussi en même temps.
parce que c'est le même appareil. Par Mais contre, par rapport aux autres bateaux, je parle. non, ça sera de la balise AIS. D'accord. Voilà, on va en parler d'ailleurs. On va le voir pour l'AIS. C'est Juste à propos de système d'alerte satellite, là, il y a un système dont on n'avait pas parlé, mais qui n'est pas marine, hein, qui est plutôt montagne et expédition, qui s'appelle le SPOT, et qui a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que là, le système, il ne déclenche qu'une alarme, enfin qu'une, on va dire, alerte. Voilà. Alors que le système SPOT, vous déclenchez, vous pouvez même envoyer des SMS ou autre, des messages par satellite, et vous pouvez aussi envoyer un message de secours. Par contre, l'inconvénient, il a des avantages, c'est que c'est des piles, donc ça a une durée de vie infinie, on va dire. L'inconvénient, c'est qu'il faut payer un abonnement annuel. Oui. Là, c'est l'ordre d'une centaine d'euros. Ouais, on est sur un système qui est plus qu'une balise. C'est un système de communication par satellite qui permet de faire donc, de l'envoi de messages, comme vous dites, de la géolocalisation aussi, pour les personnes qui sont à terre, elles peuvent vous localiser. Donc il y a un dialogue permanent avec les satellites, en fait, pour savoir où vous êtes. Et en plus de ça, donc la fonction de détresse. Mais étant donné qu'on a une communication permanente avec le satellite, on a du coup un abonnement, comme un téléphone portable avec un abonnement, puisqu'on a de la communication. Et je pense que c'est pas par Cospas-Sarsat, ça doit être par Inmarsat, parce qu'Inmarsat a une fonction commerciale importante, puisque Cospas-Sarsat. Il me semble que c'est du Inmarsat, ouais. Inmarsat. C'est indépendant, c'est américain. C'est même canadien. Oui, mais ça passe par un système satellitaire. Aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Spot n'est pas Inmarsat, par contre, il faudra que je le vérifie, mais il me semble qu'ils se servent des satellites Inmarsat pour la communication. Ok, très bien. Oui, pardon. Alors il faut l'avoir soit dans le gilet de sauvetage, soit dans la poche, soit sur un tour de cou, soit dans le, entre guillemets, dans le sac de survie qu'on a toujours à portée de main et qu'on embarque si on doit quitter le... Pas dans le tiroir. Voilà. Deuxième question, c'est pour qu'elle se déclenche, il faut qu'elle tombe dans l'eau? Non, déclenchement manuel. Il y a un petit bouton où il faut rester appuyé 3 secondes dessus pour le déclencher. Pas pour la balise homme à la mer dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est quand la base ne reçoit plus le signal. Dans ce cas-là, à cause de l'éloignement, là, ça va déclencher autrement. Mais pour les RLS, oui, il faut, enfin les radiobalises ou les personnels, il faut déclencher, pas les RLS, excusez-moi, mais pour les personnels, il faut déclencher de façon pour faire un appui sur le bouton. Balise personnelle, déclenchement manuel. Balise de pont, je ne sais plus si on en parle. Balise de pont, il y a du déclenchement automatique. Donc les balises de pont, c'est des grosses balises jaunes ou oranges qui sont fixées sur un socle, souvent sur largueur automatique. Si le bateau coule, il y a une capsule de sel qui déclenche le largueur, qui déverrouille l'accroche de la balise. La balise flotte, elle remonte à la surface, et comme elle a été immergée, là elle se déclenche toute seule. On le voit souvent ça sur les bateaux de pêche, les bateaux avec équipage un peu plus important, où du coup personne n'a besoin de déclencher quoi que ce soit, ça se largue automatiquement. C'est bon, on passe à la suite. Alors, l'AIS, on entend beaucoup parler de l'AIS, Automatic Identification System, excusez-moi de mon accent anglais. C'est un système d'échange d'informations par VHF entre navires pour signaler leur statut, leur vitesse, leur route. Alors ça utilise une fréquence particulière, 161 ou 162 MHz. Cet AIS présente beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages par rapport au radar, mais ça ne vient pas remplacer le radar, parce que le radar a aussi des avantages, on pourra en discuter tout à l'heure plus précisément, mais il ne faut pas penser, parce que j'entends souvent dire oui, j'ai l'AIS, maintenant j'ai plus besoin du radar, ou le contraire, enfin c'est rarement le contraire, c'est plutôt l'AIS, mais par exemple sur l'AIS, on en parlait ce matin, on ne voit pas par exemple le relief de la côte. Le radar, on le voit ce relief, alors c'est aussi intéressant. L'inconvénient du radar par rapport à l'AIS, c'est que quand il y a un écho, il va peut-être masquer un autre bateau qui est derrière, quelque chose qui pourrait également faire un écho, qu'on ne voit pas sur un écran radar. Par contre, en AIS, on peut voir tous les échos, même s'ils sont masqués par un autre qui est devant. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'avantage. Alors, des AIS, il y en a de différents types.
certains AIS sont émetteurs et récepteurs, ils sont codés avec le MMSI du bateau. Alors émetteur-récepteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai mon AIS émetteur-récepteur sur mon bateau, je reçois les signaux d'AIS des autres bateaux, mais j'émets aussi un signal AIS avec mon MMSI. Donc par les autres bateaux, je serai reconnu. Donc mon statut, le statut c'est si je suis plaisancier, si je transporte, si je suis un cargo qui transporte du méthane, ou si je suis quoi encore, paquebot, un pêcheur, etc. etc. C'est ça le statut. Il y aura également la route que je suis, la vitesse à laquelle je la suis cette route. Alors ça c'est intéressant parce qu'évidemment quand on va croiser un bateau avec un système d'AIS qui émet tous ces signaux, on saura si on risque de le croiser en même temps, et si on le croise en même temps, bien sûr, il va falloir peut-être se dévier de sa route, l'un ou l'autre. Après il y a d'autres AIS qui ne sont qu'émetteurs. Alors ces AIS qui ne sont qu'émetteurs, ils présentent aucun intérêt pour eux-mêmes. En fait c'est les phares, excusez-moi je suis devant, c'est les phares et certaines balises. Eux ils vont émettre des signaux, mais ils ne vont pas s'occuper de recevoir des signaux des bateaux. Donc c'est pour que cette balise, ce phare, soit identifié sur les écrans AIS des bateaux, qu'ils puissent reconnaître. Enfin, il existe aussi des AIS qui sont uniquement récepteurs. Alors là, Rémi va nous le confirmer, mais je pense que c'est ceux que vous pouvez le plus souvent avoir si vous êtes équipé d'AIS sur vos bateaux. Les petits bateaux de plaisance, c'est ce qu'ils ont bien souvent. Ils n'ont pas les émetteurs-récepteurs, ils ont souvent que des récepteurs. Ils reçoivent des informations des autres navires et des balises, bien sûr, puisque les balises sont aussi émettrices, équipées d'AIS émetteurs-récepteurs, mais n'en émettent aucune. Donc ceux-là, bien évidemment, ils ne vont pas émettre de signaux particuliers, ils ne vont pas avoir de MMSI qu'il faudra rentrer dans l'AIS, puisqu'ils n'ont pas de signaux à émettre. Tu confirmes un petit peu tout ça? Oui, c'est bien ça. Donc tous ces récepteurs, là, la dernière catégorie, on les retrouve le plus souvent dans les VHF maintenant, certaines VHF sont intégrées, intègrent ce récepteur. Il faut savoir que l'AIS, on a vu les fréquences, 162 MHz, on est sur donc, de la VHF. Ça passe par la même antenne que l'antenne VHF. C'est pour ça que les VHF l'intègrent bien souvent dans leur système. Et on identifie les autres bateaux. J'ai un AIS récepteur. Oui. Si je veux avoir émission-réception, je change tout. Oui, alors s'il est dans la VHF, non. On garde la VHF, c'est pas grave. Si vous avez qu'un boîtier récepteur, vous l'enlevez, vous le donnez au voisin, et il faut installer un émetteur-récepteur. Il n'existe pas un boîtier que émetteur, si c'était ça la question. Ou alors sur les balises, sur les phares et les balises, mais à mon avis c'est pas commercialisé ça. Non, mais ce cas-là je l'ai souvent, puisque dans les VHF c'est intégré le récepteur, puis l'année d'après ou un peu de temps après on veut rajouter un émetteur. Souvent on laisse le récepteur déjà en place sur le bateau, on rajoute un émetteur-récepteur. La partie récepteur, on ne la branche pas. On garde celle d'origine du bateau. Et si un jour il y avait un souci sur le récepteur du bateau, on a en secours ce deuxième récepteur qui est intégré avec l'émetteur aussi dans le même boîtier. Bien. On va passer rapidement sur un autre, le transpondeur, ce qu'on appelle le transpondeur, SART, qui va émettre des signaux visibles sur les radars. Alors c'est 12 traits régulièrement espacés. On peut déclencher son transpondeur. Alors ça c'est bien souvent dans une phase finale d'approche, quand les secours vont arriver sur place. Bien souvent à quelques centaines de mètres, on ne voit pas le bateau qui est en train de couler, parce que là où les vagues sont tellement fortes qu'il faut un petit peu plus de précision. Alors on a un transpondeur. L'intérêt de ce transpondeur, c'est qu'il va émettre des signaux qui seront visibles sur les radars des autres bateaux. Alors ces signaux, c'est 12 traits espacés, et on le voit sur le radar. C'est-à-dire que si le bateau est bien en direction du bateau qui est en train de couler, il va avoir ces 12 traits espacés qui seront pile poil devant. Si c'est un peu sur le côté à gauche, eh ben, le bateau il pourra corriger vers sa gauche. Donc c'est un moyen de trouver une façon d'arriver. La portée d'ailleurs, vous voyez, elle n'est pas importante, elle n'est que de 5 à 10 000 selon la hauteur de fonctionnement, mais encore une fois, c'est pas pour avertir de loin, c'est juste en approche finale. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires à dire là? Non, ça c'est...
c'est pour faire de l'identification de la cible. Identifier le bateau, mais avec un radar, donc en approche, comme il a dit. Je reviens sur 2 slides en arrière, c'est pas la peine de les mettre, sur des balises personnelles AIS. Voilà, la petite photo là, le petit boîtier blanc, la petite fusée là. Ça, c'est un AIS émetteur uniquement, que l'on porte sur soi. Ça doit faire 20 cm. La taille du micro. On le déclenche, celui-ci en tournant la base, lorsqu'on est dans l'eau, et ça envoie, non pas par satellite comme tout à l'heure en balise personnelle, mais ça envoie un signal AIS homme à la mer, identifiable par les bateaux qui sont rapportés dans un rayon, on va dire, dans les 10 000 autour, 10-15 000 autour, et sur leur récepteur AIS, ils ont une cible qui s'allume et qui est identifiée comme homme à la mer. Voilà. Donc là, vous êtes vu par les bateaux autour de vous. Hein, vous n'envoyez pas une détresse par satellite. L'AIS, quand je reçois par exemple un signal comme celui-là, sur les bateaux de quelqu'un qui a tombé à la mer, je le vois sur l'écran de mon GPS. Si j'ai un GPS avec l'écran. Voilà, si vous avez un GPS traceur avec l'écran qui est lui-même interfacé au récepteur AIS. Voilà. Si je n'ai pas ça, j'ai seulement une VHF avec un AIS récepteur. Ça m'apparaît les messages sur le VHF. Oui. C'est ça, c'est bien. Sur la VHF, il y a plusieurs types d'écrans qu'on peut faire défiler. Voilà. L'écran avec les messages d'alerte, D'accord. la position et le type d'AIS. Et vous avez également l'écran avec des cercles concentriques comme une cible, où on voit les petites icônes et les petites cibles des bateaux identifiés autour de soi. Et on pourra du coup identifier cette cible par rapport à votre propre bateau qui lui est au centre du cercle concentrique. Je sais pas si... C'est sur le VHF. Sur la VHF, oui. Non, je n'ai pas vu encore ça. Si c'est une Navicom ou une radio Océan, il faut appuyer 2 secondes sur le bouton rotatif. Et ça fait basculer d'écran en écran. Donc au départ on est sur l'écran VHF, on appuie 2 secondes, on passe sur l'écran avec la liste de messages, on rappuie 2 secondes, on passe sur l'écran avec les cibles. Avec les cibles, voilà. D'accord. Mais on a aussi la liste des différentes émissions d'AIS, des fois sur l'écran. Oui, et du coup on a la position avec les coordonnées latitude, longitude, et on peut déplacer donc son curseur sur un GPS ou sur une carte pour savoir où est-ce que cette cible AIS. Ça vaut quel prix approximativement cette balise? La balise là, ça vaut 270 €, 280 €, quelque chose comme ça. Il faut avoir une licence codée MMSI aussi. Oui, c'est ça. Bon, bien sûr, on a l'AIS SART, qui a les 2 fonctions des appareils qu'on a vu juste avant. On va dire en repérage final, quand on arrive sur les lieux d'une détresse. Et puis, bien sûr, cette fonction d'AIS aussi, c'est des appareils qui peuvent être regroupés de plus en plus aujourd'hui. Je pense qu'on va vers des appareils combinés. C'est bien et c'est pas bien. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire après derrière. On peut aussi les doubler, les combiner. Donc, c'est vrai que finalement, ça revient au même. Alors c'est bien, comme il disait, c'est bien et c'est pas bien. Quand on a des appareils séparés, un AIS, un GPS, un radar, un sondeur, c'est bien parce que quand il y en a qu'un qui tombe en panne, on peut quand même servir des 3 autres. L'inconvénient, c'est que comme tous doivent dialoguer ensemble, on a de l'interfaçage entre les appareils. Ça peut être cet interfaçage-là aussi qui, comme c'est des petits fils, des petites connexions qui peuvent s'oxyder et qui peut être source de problèmes. Et finalement, un appareil qui fait tout, alors c'est vrai qu'on concentre tout dans le même appareil, par contre le problème interfaçage il n'existe plus puisque tout est déjà dedans. Alors après, est-ce que c'est plus fiable un seul appareil avec tout, ou 4 appareils avec des branchements avec des bons fils? Voilà. Aujourd'hui on tend plutôt vers la solution tout en un. Ouais, tout en un. Voilà, alors on va voir maintenant la typologie de programme de navigation. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'avec tous ces appareils, qu'est-ce qu'il faut pour notre propre navigation? Tout dépend bien sûr de ce qu'on fait comme navigation.
Alors on va essayer de voir 5 types de navigation. Alors la première, elle n'a rien de péjoratif, rien de négatif. On va dire simplement c'est une navigation, on rentre dans l'eau, on va autour de Brescou avec sa famille. Voilà. Alors là, ce qui est recommandé d'avoir comme appareil, c'est plutôt une VHF portable. Il faut savoir que cette VHF portable n'a pas la même puissance qu'une VHF installée, fixe. Même avec la plus grande puissance, ça ne fait que 6 watts, c'est-à-dire pratiquement un cinquième de la VHF fixe. 25 watts pour la VHF fixe, donc c'est beaucoup plus important. Maintenant, bien souvent, on va l'utiliser en appuyant sur le bouton high-low qui limite uniquement à 1 watt. Que ce soit la VHF fixe ou la VHF portable, quand on appuie sur ce bouton, il n'en sort que 1 watt. Et 1 watt, ça porte quand même jusqu'à 7. Alors vous voyez, ça porte assez loin quand même. Hein. Ça dépend aussi de la hauteur de l'antenne, oui. Petite correction, juste le porter jusqu'à 7 avec une portable en restant en 5 watts. En 5 watts, oui, ouais. D'accord. En 1 watt, quand on est à 1000 derrière Brescou, on porte à la capitainerie du Cap, à peu près. Oui, donc 1 watt, ça fait quand même nettement moins loin. C'est vrai que pour une portable, si ça va jusqu'à 7, vous imaginez 25 watts avec une fixe. Ça peut aller beaucoup plus loin. Souvent, on entend les bateaux qui arrivent, des bateaux de commerce qui arrivent d'Espagne ou n'importe, et on les entend ici à 7, mais quand on est plutôt sur une puissance plus importante aussi, parce que, enfin, eux aussi, hein, ils émettent avec une puissance plus importante. Hein. Mais vous voyez déjà, avec une VHF portable, ça peut suffire. Hein. Pour aller devant Brescou, il n'y a pas de problème. Il est recommandé aussi d'avoir un combiné GPS traceur sondeur. Le sondeur intégré dans le GPS, comme on disait tout à l'heure, on a tendance à avoir de plus en plus des appareils intégrés, hein, des combinés. Alors le sondeur, c'est important. C'est important parce qu'évidemment, si on n'a pas de sondeur, on ne sait pas la profondeur. D'ailleurs, c'est une obligation hein, d'avoir un sondeur à bord d'un bateau. Si on n'a pas de sondeur électronique, il faut avoir une sonde à main. Hein. Une sonde à main, c'est ni plus ni moins qu'un fil à plomb et on regarde quelle est la profondeur sous le bateau. Mais c'est une obligation, hein. Le sondeur est obligatoire. Donc on peut très bien l'avoir dans le GPS de façon intégrée. Hein. Alors, c'est moi qui ai mis cette petite parenthèse dessous. Hein. Quand on utilise un traceur, il n'est absolument pas recommandé de mettre le waypoint, c'est-à-dire le point auquel on veut atteindre, hein, le point de destination, avec un goto. Un goto, c'est pour aller à ce waypoint, parce qu'évidemment, là, on va faire une courbe de chien qui ne va pas tenir compte. Mais enfin, ça demande un petit peu plus d'explications. Je vous invite à venir au bateau école, je vous en donnerai très volontiers. Donc, essayez de faire autrement que mettre un waypoint où vous voulez aller et en faisant la fonction goto hein, sur le traceur. Juste un petit truc en plus, le combiné GPS traceur, là on l'a conseillé pour ce type de programme. C'est pas pour vraiment se repérer où on est, puisque généralement on navigue à vue. Ça permet aussi de rentrer quand le brouillard et la brume tombent d'un seul coup, même si on est juste derrière Brescou. Au moins sur son petit traceur, on voit la cible du bateau et on peut rentrer à vue, en regardant le traceur et en évitant les Brescou, en rentrant bien au milieu de la passe, puisqu'on a une précision de 2-3 mètres à peu près sur un GPS. Donc c'est pas tant parce qu'on a peur de se perdre, c'est surtout pour rentrer quand on n'y voit plus rien. Voilà. Et la fonction GoTo avec un waypoint, c'est qu'on voit souvent des gens qui mettent le waypoint au milieu de la passe et de n'importe où ils arrivent, ils suivent cette route. Donc s'ils arrivent de derrière Brescou, c'est dans l'axe. S'ils arrivent de Valras, ils vont se prendre le diamant au milieu. Ouais, voilà. Donc le waypoint avec le goto, encore une fois, essayer d'éviter cette fonction-là. Enfin, moi, c'est la recommandation que je fais. J'en profite ici pour bien le dire. Alors à chaque fois, oui, pardon. Juste une remarque. Vous ne mentionnez pas le portable, le smartphone, notamment, qui remplace tout ça pour du rond dans l'eau. Oui, après, bon, oui, on peut avoir son smartphone, ça c'est sûr. Ça reste un appareil qui n'est pas spécifique bateau, mais c'est bien de l'avoir. C'est vrai que maintenant les smartphones ont un GPS intégré, on peut téléphoner à la capitainerie, on peut téléphoner. Cartographie, on a tout. Quoi. Oui, bien sûr. Après, c'est pas étanche. Voilà, il suffit qu'on prenne une petite. Enfin, si on a une housse ou si on a un portable étanche, oui. C'est pas étanche, et puis une question de portée aussi. Et après, alors sur du rond dans l'eau, je pense qu'on reste dans la portée GSM. Pas forcément toujours. Là, en face Richelieu, il y a un endroit où le portable il passe plus.
Donc c'est bien tout près de la côte, et ça dépend. Par exemple, il y a, quand on va vers après Port-Camargue, là il y a des endroits où il n'y a vraiment plus de relais du tout, et le smartphone, même aussi puissant soit-il, 4G, je sais pas quoi, là, il passera pas. Mais vous recevez toujours le GPS, il y a le GPS intégré sur le smartphone maintenant. Donc vous recevez le GPS. Oui, ceux qui ont un smartphone avec GPS intégré, bien sûr. La distance en mer. Après, voilà, ça reste des. Là, on a mis que ce qui était spécifique marine, mais non, c'est bien d'avoir son smartphone en secours. Maintenant, avec des cartes marines pour presque rien. Le GPS, c'est aussi fiable qu'un appareil de navigation. Ouais. Là, après, là, c'est juste sur l'étanchéité que c'est un peu moins bon. Voilà. Mais si on a une housse, une pochette. Les petits boîtiers étanches. Donc c'est étanche à l'eau, c'est pas étanche en profondeur. Oui, pour la fonction GPS, évidemment, puisque c'est pas satellite, il n'y a pas de problème. Je pensais plus à la fonction communication, oui. Oui, il y a quelques pochettes spéciales pour iPhone et pour la tablette. Je crois que ça soutient jusqu'à 2 ou 3 mètres. C'est pas mal. Ouais, ils sortent, il y a de plus en plus d'accessoires sur les smartphones et tablettes pour être complètement étanches. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais c'est bien de l'avoir. Une grande navigatrice qui a eu la vie sauve grâce à son portable. Oui, alors c'était pas sur du smartphone, c'était surtout parce qu'il y avait la lampe torche intégrée. C'était pas pour communiquer, c'est qu'avec le petit flash stroboscopique, elle a pu se faire repérer. Non, elle a pu communiquer avec sa mère. Oui. Avec son portable. Ah, oui. Oui, mais encore une fois, là, la portée le permettait, mais c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours l'utilité du portable, pour moi, c'est fondamental. Non, mais moi, je pars pas en mer sans portable. Non, mais j'étais sur une autre anecdote où c'était le stroboscope du petit téléphone qui avait pu faire repérer je sais plus quelle navigatrice pendant la nuit. Sa VHF il n'y avait plus de batterie, et il lui restait un peu de batterie dans son téléphone qui était même pas un smartphone, qui était juste un petit téléphone durci, étanche, et qui avait une petite lampe torche. Voilà. Elle s'était fait repérer comme ça. Et pour une anecdote concernant Florence Artaud, c'est passé l'année dernière en été, il me semble, et Florence Artaud, pendant les régates royales de Cannes, à la fin du mois de septembre, a paumé son téléphone. Un appel micro a été fait et son téléphone a été rapporté. Vous connaissez beaucoup de gens qui font faire des appels micro dans des lieux publics dont on ramène les téléphones. Donc c'est marrant, comme quand ça fait la une de l'actualité et que c'est Florence Artaud qui perd son téléphone, pof, d'un seul coup le téléphone il réapparaît. Vous voyez, donc ça peut avoir des vertus d'avoir ce téléphone. Enfin, celui qui le retrouvait ne pouvait pas mettre sur le bon coin téléphone de Florence Artaud à vendre. C'est une boutade. Voilà. Deuxième style de navigation, on va dire journée sur l'eau. Alors on va un petit peu plus loin, on va pas très loin, mais on va un petit peu plus loin. Alors ce qui est en rouge, c'est la modification par rapport au programme précédent, vous voyez. Donc là, la VHF, il faut quand même nécessairement qu'il y ait une VHF fixe. Une VHF ASN, bien sûr, on peut pas avoir on peut pas acheter maintenant une VHF, on va dire classique avec uniquement la fonction communication verbale. Le combiné GPS traceur sondeur intégré, il y est toujours. Et en plus, le pilote automatique est pas mal. Alors, le pilote automatique, c'est un appareil qui permet de ne pas tenir la barre, bien sûr. Alors, ça ne vous dispense pas une veille. On sait que en navigation, quand on se déplace en mer, il faut toujours qu'il y ait une veille, même si il y a un pilote automatique, il faut qu'il y ait une présence humaine pour voir si tout va bien. Alors, cette présence humaine, bien sûr, c'est pas celui qui va tenir la barre, mais il regarde que tout est bien, c'est tout. Alors le pilote automatique, peut-être que tu peux nous parler un petit peu des intérêts, des avantages. C'est exactement ce que tu as dit, pour ne pas passer son temps derrière la barre alors qu'on part en balade la journée, on a envie soit de pêcher un petit peu derrière, de traîner, de ne pas s'occuper de garder le cap, soit de descendre, chercher quelque chose dans le bateau pendant 5 minutes et en allant vite. Voilà. Mais tout le monde le fait. 30 secondes, 1 minute. Non mais je dis ça parce que tout le monde le fait, mais en regardant d'abord qu'il n'y ait rien devant, et puis hop, on descend chercher sa bouteille d'eau qu'on a oubliée, ou voilà. En pilote automatique, il y a différentes gammes de pilotes pour tout type de bateau. Ça va du petit bar franche qu'on met sur une petite barre franche de voilier, ou au petit Smart Pilot là, de chez Raymarine sur un petit bateau moteur qu'on fixe derrière le volant, et jusqu'au gros pilote hydraulique avec des pompes hydrauliques qui agissent directement sur le vérin, sur des gros voiliers ou sur des gros bateaux moteurs. Voilà. Chaque bateau son pilote automatique, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais voilà, c'est un petit confort sur une journée, c'est déjà du luxe presque. Voilà. Enfin, c'est
c'est du confort. Troisième programme, cabotage de quelques jours. Alors là, la VHF, évidemment, il y a une VHF fixe, mais en plus, elle est émetteur-récepteur. Hein. Alors, c'est pas la VHF elle est uniquement récepteur. Elle n'est pas émettrice et réceptrice, elle est uniquement, l'AIS est seulement récepteur. Hein. Pour faire le cabotage, on n'a pas besoin d'avoir un AIS plus complexe, plus compliqué. Toujours le combiné GPS, bien sûr, sondeur intégré, toujours le pilote automatique, et en plus le radar. Alors, le radar, l'intérêt, on l'a présenté tout à l'heure, c'est qu'on voit surtout le relief de la côte, ce qu'on ne voit pas avec l'AIS. Le programme suivant, c'est le hauturier de 48 heures. Alors là, bien sûr, VHFX, sans récepteur AIS, parce que le récepteur AIS, on va le voir un petit peu plus loin. Combiné GPS, traceur sondeur, je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu. Pilote automatique, on l'a vu. Le radar, on vient de le voir à l'instant. Mais en plus, un appareil à part, émetteur, récepteur AIS, hein, pour qu'on soit vu par les autres bateaux, les sémaphores, les crosses, et retransmis par Internet sur Marine Traffic, ainsi que les balises personnelles qu'on a vues tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement sur Internet de Marine Traffic? C'est très intéressant, je trouve ça très intéressant, moi, personnellement. Alors, Marine Traffic, c'est un site Internet qui répertorie toutes les cibles AIS qui ont été captées par les crosses et retransmises en ligne sur ce serveur-là, Marine Traffic. Marine Traffic, c'est un site, il en existe d'autres. Hein. L'avantage, c'est qu'il est libre d'accès. On s'y connecte soit sur tablette ou smartphone ou ordinateur. Et on a accès à toutes les cibles AIS qui naviguent dans le monde, que ce soit des bateaux professionnels ou plaisance. Donc du moment où un bateau est capté, alors, du moment où un bateau il émet l'AIS et qui est capté par un cross, il est transmis sur Marine Traffic et visible par un utilisateur à terre. Donc ça permet aussi de faire, je dirais pas du tracking, mais quelqu'un qui loue son bateau et qui a un émetteur à bord, il peut très bien suivre le parcours du bateau qu'il loue si l'émetteur à bord est enclenché et allumé par l'utilisateur. Voilà. Bien sûr, en plus, les balises personnelles qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, maintenant, ça c'est le programme le plus important, qui nous amène le plus loin possible. C'est pour le grand hauturier. Alors, le grand hauturier, c'est quoi? Ça va être une traverser l'Atlantique, faire le tour du monde, même ne serait-ce que partir un petit peu moins loin. Enfin, on peut rêver, hein, bien sûr, mais il faut avoir un petit peu plus de temps, de disponibilité aussi. VHF fixe sans récepteur AIS, pilote automatique et émetteur récepteur AIS qu'on a vu juste avant, combiné GPS traceur sondeur, le radar, balise personnelle. Là vient en plus la radio-balise de localisation des sinistres, RLS, avec largueur automatique, qui dépend du bateau. En plus de la balise personnelle qu'on a ici, on aura aussi une radio-balise qui dépend du bateau. Une VHF portable. On a une VHF fixe, mais on a aussi une VHF portable. Si on se sépare du bateau avec l'annexe, ou si on doit tourner un petit peu autour du bateau, voir ce qui se passe un petit peu autour, c'est bien de pouvoir continuer à communiquer avec le bateau, quelqu'un qui est à bord du bateau, par la VHF portable. Téléphone satellitaire. Iridium, Touraya, Inmarsat pour parler, envoyer un mail et prendre la météo, les fichiers GRIB. Fichiers GRIB, c'est pour la météo. Alors ça, c'est un appareil qui coûte quand même assez cher. C'est une communication par satellite. Le plus connu, c'est Iridium. Pour les autres, c'est peut-être un petit peu moins connu, je crois. Iridium et Inmarsat sont les deux plus connus. Ils ont une couverture mondiale. Turaya a une couverture Europe uniquement. Donc pour un programme Méditerranée, Turaya va très bien, il est aussi performant qu'un Iridium. Par contre, il ne sera pas opérationnel au milieu de l'Atlantique. Là, c'est uniquement Europe. Voilà pour les téléphones. Inmarsat, juste une petite parenthèse, 70 nord à 70 sud. Les pôles, ça peut tout pas. Enfin, aller passer ses vacances au pôle nord ou au pôle sud, c'est pas très intéressant. Et enfin, surtout quelque chose d'important, c'est doubler les appareils GPS simples, sondeur indépendant, pilote avec 2 circuits. Donc tout doubler de façon à ce que si le pilote automatique tombe en panne par exemple, qu'on ait un deuxième pilote. Ça pour une traversée c'est important. C'est important parce que si on commence une traversée avec un safran en moins ou avec un pilote en moins, après il faut rester 30 jours éveillé à la barre. Ça semble un petit peu compliqué quoi. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, autant sur les petits programmes à la journée ou sur 2 jours, le pilote on va dire c'est du confort.
Sur plus de 2 jours de navigation, c'est indispensable. Moi, je le vois par le retour des clients. Et je vois sur la préparation des bateaux programme Tour du Monde ou Tour de Méditerranée, souvent le premier appareil qui est doublé, après le GPS bien sûr, puisque le GPS c'est facile de le doubler avec des petits GPS ou des petites antennes actives, c'est le pilote automatique qu'on double. Donc 2 pilotes au niveau de l'électronique, donc 2 cadrans, 2 calculateurs, 2 compas, un seul vérin, puisque c'est, on va dire, les pannes sont pas vraiment sur la partie mécanique, vérin hydraulique ou vérin électrique, mais plutôt sur l'appareillage électronique. Donc 2 circuits bien indépendants et un sélecteur de pilote, pilote 1 principal ou pilote 2 qu'on bascule le jour où le pilote 1 nous fait défaut. Ça c'est ce que les clients me demandent le plus souvent sur des gros programmes de navigation. Voilà un petit peu les typologies des 5 programmes qu'on a essayé de mettre noir sur blanc. Maintenant, après, peut-être que vous voyez d'autres programmes qui sont intermédiaires, mais enfin, après, chacun fait son choix, fait son marché en fonction de tout ça. Oui, le programme à la carte, mais c'est marrant parce que je me disais, quelqu'un qui part en bateau au pôle Nord ou au pôle Sud, finalement, c'est justement pour être tranquille, donc pas besoin de moyens de liaison. Voilà, là, le Thuraya... Voilà, pas envie, enfin, pas besoin et pas envie, quoi. Parce qu'on se met en situation, ouais, je pars en vacances au pôle Nord avec mon bateau, foutez-moi la paix avec les moyens de liaison, quoi. Non, je sais pas, il y en a qui vont chez les Inuits pour regarder la télé, peut-être, mais genre, pas beaucoup. Non, après, c'est pas que de la communication, on peut prendre juste la météo aussi. Par exemple, ou regarder le ciel, et le voir arriver après avoir écouté la conférence de Philippe Rideau. Hein, oui, par exemple. Est-ce que vous voudriez, messieurs, dames, continuer à poser des questions? Alors Sandra, elle trépignait, c'est bien vous, Sandra, hein, vous voyez, j'ai l'inscription de votre prénom, puisqu'il me semble que c'est avec vous qu'on passera un moment dimanche après-midi où vous nous parlerez de voiliers et de femmes. Hein, grosso modo. Hein. Femmes et voiliers. Hein. Ben, s'il y a des femmes, en principe, les hommes, ils sont jamais bien loin. Hein. Mais en tous les cas, c'est... Voilà. Puis déjà, de vous écouter poser des questions, voilà, on voyageait à vous entendre, si vous voyez ce que je veux dire. Changez pas votre accent. Il essaie pas l'accent d'ici aussi, mais quand on entend des accents comme le vôtre, on aime bien. Hein. Voilà. Je peux rien faire. Pour l'instant, on reste avec Rémi et Olivier. Encore quelques minutes. Alors, on fait du rab hein, volontairement. Voilà, on se dit qu'après tout, il n'y a pas d'urgence à finir la conférence, puisqu'il n'y en a pas une autre qui enchaîne derrière. Où il me semble, Olivier, avoir été en situation l'année dernière avec il faut se dépêcher parce que dans un quart d'heure, il y en a une autre qui démarre. Là, c'est pas le cas. Ça va être l'heure de l'apéro, on est tranquille. Il y a l'inauguration qui bat son train. Monsieur le membre du bureau de l'association professionnelle du nautisme, merci de votre présence ici, malgré le protocole qui vous attendait avec passion. Hein. On sent que vous êtes animé par la photo. Hein. Un petit peu en retard. Non, les photos, je ne suis pas trop photo, mais... la vraie vie se passe ici. Voilà. Donc on a la chance d'avoir Olivier et Rémi, vous avez compris, qui sont certes des professionnels, mais aussi et surtout des spécialistes passionnés par ce qui les anime. Autrement, ils seraient en train de couper le volant. Monsieur, vous avez une question? Petite question, oui. Oui, juste à propos de la VHF portable, là vous la mettez en fait utile vraiment dans le courrier, c'est ça? Alors qu'il me semble que pour les entrées de port, quand on appelle la VHF 9, il faut avoir une portable. On ne va pas descendre au fond du bateau. Non, alors bon, on a fait des programmes type, on va dire. Ça n'empêche pas d'avoir une portable, même sur des petits programmes à la journée. C'est indispensable d'avoir une portable quand on rentre dans un port. Voilà, soit ça, soit un combiné sans fil sur une VHF fixe. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, j'allais dire, le coût d'une VHF portable n'est pas excessif. C'est bien de l'avoir, ça double déjà la VHF fixe du bateau. Et effectivement, sur les entrées de port, on reste derrière sa barre, on est en visu avec le capitaine de port ou le mec qui vient nous placer avec sa petite annexe et on peut communiquer avec lui. Et c'est plus pratique que descendre, remonter, faire tenir la barre par le collègue ou par sa femme. Voilà. C'est 150 €. C'est... Les premiers prix, c'est 90 € sur une portable qui n'est pas submersible, qui est simplement étanche aux embruns ou à la pluie. Les premières jaunes Navicom, là, c'est ça, c'est une centaine d'euros. Après, dès qu'on veut une VHF étanche, ça va démarrer à 150 €. Voilà, 150, 170 €, on a des VHF étanches et flottantes. Donc c'est pas excessif et c'est bien de l'avoir aussi. Là, on a fait des programmes type, en fonction, moi, du retour que j'ai, de ce qu'on me demande. Mais après, chacun, j'allais dire, on est plus sur du programme 4 ou 5, alors qu'on fait des ronds dans l'eau. Enfin, sur ce que je vois, hein, j'allais dire, les 3/4 des plaisanciers sont suréquipés par rapport à leur programme de navigation. Mais dans le minimum, c'est ce qu'on a essayé de retranscrire là, quoi.
Et c'est toujours avec l'idée que on a la possibilité de partir plus loin, la liberté, donc voilà, peut-être c'est ça. Vous parlez d'électronique d'électronique de bord, vous ne parlez pas de cartographie au format électronique. Alors, dans le combiné GPS Tracer, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais du moment où il est traceur, ça veut dire qu'il y a une cartographie électronique dedans. Selon les marques de GPS Tracer, on a différentes cartographies. Il y a trois acteurs principaux. Il y a Navionics qui fait de la cartographie, CMAP et Bluechart pour les appareils Garmin. Ces trois cartes au départ sont tirées, les données sont tirées des cartes Chom. Et après chacun les retravaille à sa façon, donc il y en a qui ont des préférences pour du Navionics, d'autres pour du CMAP. Mais du moment où un GPS est traceur, il y a obligatoirement effectivement une carte électronique que l'on choisit à l'achat de l'appareil en fonction de la zone de navigation qu'on va avoir. Il n'existe pas de carte avec une cartographie mondiale. Donc on va prendre une carte pour la Méditerranée, une carte pour l'Atlantique, une carte pour... voilà. Mais vous avez vaguement évoqué le sujet de la tablette ou du smartphone sur les problèmes d'étanchéité. Donc vous ne parlez pas non plus de toute la cartographie que l'on peut embarquer sur des ordinateurs portables, tout simplement. Alors, pour le même phénomène d'étanchéité, pourtant il existe des portables marins maintenant qui sont étanches, surtout les bateaux de course, de toute façon c'est ce type d'appareils qui sont dessus. Vous n'abordez pas ce sujet-là non plus? Non, alors c'est volontaire parce que vous n'êtes pas les spécialistes ou... Si, c'est parce que c'est hors du temps, ça ne vous concerne pas en tant que plaisancier? Non, alors sur les gars qui régatent, c'est vrai qu'on voit... Alors, ils ont les traceurs GPS classiques, plus ordinateur à bord, essentiellement pour la partie routage et météo, que ne savent pas faire les GPS traceurs. Donc, par contre, le logiciel embarqué sur un ordinateur comme Maxi, par exemple, qui est le plus connu, lui, il sait faire du routage, donc c'est pour ça que c'est embarqué sur les régates. Au niveau de ces logiciels de navigation, c'est MapMedia qui fait, par exemple pour Maxi, qui fournit les cartes, et de la même façon, on choisit la zone de navigation et on commande la carte en fonction de la zone de navigation qu'on veut. Donc, quand on achète un logiciel Maxi, on choisit si on prend la carte Atlantique, la carte Méditerranée, voilà. Mais l'ordinateur, c'est pas quelque chose que vous conseillez en fait? Si, bien sûr. Alors, je conseille. En fait, je vais pas conseiller plus l'un que l'autre. Ça va être en fonction des besoins de l'utilisateur. Quelqu'un qui a un ordinateur à bord, il aura généralement pas que ça comme moyen de navigation. Il aura souvent un GPS tracer en plus. Voilà. L'ordinateur par confort pour préparation des routes et être assis à la table à cartes et travailler avec une souris, un clavier, prendre la météo, la superposer sur l'écran, c'est un peu plus facile à faire que devant un petit écran 7 pouces avec un curseur ou simplement en tactile. Voilà. Souvent les deux vont ensemble, c'est rare quand il n'y a qu'un ordinateur à bord. Sur une navigation hauturière, comment ça fonctionne pour récupérer la météo? Parce que c'est pas le tout d'avoir l'abonnement satellite pour récupérer, on le traite comment en fait l'information? Alors sur du hauturier, on va récupérer donc par satellite obligatoirement le fichier météo, enfin non, pas obligatoirement, soit par satellite, soit par onde radio, PLU, onde courte. Ces fichiers qu'on va recevoir, ce sont des fichiers GRIB. Les fichiers GRIB, ce sont des fichiers météo que l'on va exploiter sur un logiciel qui sait interpréter ces fichiers GRIB. Donc ça va être soit des logiciels... Alors là, je parle sur ordinateur. Donc sur ordinateur, un logiciel qui gère les fichiers GRIB, ou un logiciel de navigation comme Maxi qui va superposer les fichiers GRIB à sa carte. Et ces mêmes fichiers GRIB, on peut aussi les transférer sur des traceurs. Certains traceurs gèrent les fichiers GRIB. Voilà. Par contre, voilà, il y a des traceurs qui savent le faire. Par contre, pour les prendre, il faut un téléphone satellitaire ou une BLU. Et le traceur sait récupérer l'information où il y a l'interconnexion entre tous les appareils pour la réception du fichier, qu'il soit mis en place dans le traceur, etc., etc. Oui. Tout ça, c'est interconnecté. Oui, avec abonnement, puisque ça passe par satellite. Alexandra, ça sera la dernière question, après on continuera à discuter de manière... on fera comme si on n'était pas venu, on était allé couper le ruban, puis on boira un coup. J'en profite les derniers moments. J'étais intéressée cette question, mais plutôt par la consommation d'énergie qui compte surtout à la différence entre un traceur GPS et un ordinateur. Est-ce que tu pourrais
pourrez m'informer sur ça? Oui, un ordinateur va consommer beaucoup plus Voilà, c'est GPS. qu'un traceur. Alors, on va partir sur quelque chose de comparable au niveau de la taille de l'écran. Un gros traceur qui va être de l'ordre de 12 pouces, c'est un peu plus petit que l'écran de cet ordinateur. Un 12 pouces traceur, ça va consommer environ 2 ampères et demi par heure, 3 ampères on va dire. Un ordinateur, écran plus unité centrale, on va être plutôt de l'ordre de 7-8 ampères. Voilà. Sur ceux qui consomment le moins. C'est une des raisons pour lesquelles des fois on décide d'abord avoir le GPS traceur qu'avoir le... Oui, souvent, comme je disais, les utilisateurs ont un ordinateur pour faire la préparation de route, récupérer le fichier météo, ils travaillent pendant une petite heure dessus, ils éteignent, ils continuent après la navigation sur le combiné traceur à l'extérieur. Voilà, parce que ça consomme beaucoup moins. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des appareils qui font tout, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, plutôt que d'avoir différents petits appareils, parce que justement, on a plus d'économie d'énergie. En fait, sur un appareil, c'est pas tant l'électronique dedans qui consomme, enfin, à part sur un radar qui lui envoie des impulsions qui consomment fort, c'est la dalle, l'écran qui consomme beaucoup. D'ailleurs, souvent on les touche, elles sont chaudes. Donc quand on a un seul appareil qui fait sondeur, GPS, radar, on économise deux dalles d'écran. Voilà. Après la partie radar, c'est autre chose. Ça envoie des ondes, des impulsions à haute puissance. Donc là, c'est vraiment indispensable. En termes de consommation, excusez-moi, en termes de consommation, la BLU consomme beaucoup plus aussi. Hein. C'est énorme, je crois, la consommation de la BLU. La BLU en émission consomme énormément, de l'ordre de 150 watts. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'une BLU, quand on parle ou quand on fait une demande de fichier météo, ça va émettre pendant 15-20 secondes ou 1 minute maximum. Donc c'est 150 watts sur 1 minute. Le radar, c'est vraiment indispensable. Messieurs, dames, je vous propose de continuer cette conversation autour du verre de l'amitié. Ce sera, voilà, on pourra rentrer dans les détails pointus et tout, vous allez voir ça, parce que c'est vrai qu'on est bien là. Il y a quand même l'heure qui tourne, un lieu qui nous accueille, qui doit passer en mode, on va pas dire évacuation, mais puis j'ai soif, c'est pas possible. On commence à parler de consommation énergétique, là on va parler de consommation et de modération.